Je m'étais marié, couple un peu caricatural de Golden Boy qui n'a pas de problème de moyens existentiels. On s'était découvert une passion commune qui était l'immobilier. Donc depuis Hong Kong, on avait fait des investissements à Paris, où on achetait des appartements à rénover, qu'on retapait à distance. Ma femme s'occupait de la décoration et moi je m'occupais de la partie plutôt financière, du sourcing. Et ça marchait très très bien. On a commencé à se prendre au jeu de faire des voyages de découverte un peu partout en Asie du Sud. On tombe amoureux de Bali. Je suis convaincu que c'est l'endroit où on doit vivre un nouveau projet, une nouvelle phase de notre existence, non seulement familiale, mais aussi professionnelle. Donc je travaille pour une grande banque suisse qui m'a installé dans un programme qui s'appelle Graduate Training. Et dans ce programme, je rencontre jeune homme qui est diplômé de Cambridge, qui s'appelle Raphaël, et le père de ce Raphaël se trouve être un milliardaire. Lorsque je vais m'installer à Hong Kong 6 ans plus tard, cet ami Raphaël me dit régulièrement, à chaque fois qu'on se parle au téléphone, « Mathias, appelle papa, tu sais bien qu'il est à Hong Kong régulièrement, il serait très content de te voir. » Et de fil en aiguille, on prend des rendez-vous mensuels de se retrouver au Péninsula pour faire un petit point. De fil en aiguille, on est invité aussi à dîner chez lui et son épouse. Jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, au printemps 2006, de retour de Bali avec ce projet qui nous enthousiasme, ma femme et moi, de peut-être aller s'installer à Bali, lors de mon déjeuner mensuel avec Charles, je lui en parle. À peine j'ai prononcé le mot « villa à Bali », a les yeux qui s'écarquillent et qui me dit « Mais Mathias, mais je crois qu'on n'en a jamais parlé, mais pour moi, avoir une maison à Bali, ça a toujours été un rêve, c'est incroyable, j'y avais pensé à plusieurs reprises, mais sans personne sur place, c'est inimaginable. Donc écoute, tu veux te construire une maison là-bas ? Tu pourrais m'en construire une à côté ? Parce que vraiment, voilà, ça serait un rêve qui s'accomplirait grâce à toi. » Donc je lui dis, bah oui, enfin, on a commencé à regarder un peu les chiffres. Voilà, il y en aurait pour, à mon avis, $1 million, peut-être un petit peu plus, mais bon, on parle de ce genre de budget. Ah mais très bien, bah écoute, je te fais le virement cet après-midi, et puis après, tu me tiendras au courant, mais vraiment, il faut absolument que ça se fasse. Sans vraiment l'avoir cherché, je me retrouve à créer un consortium qui construirait des maisons à Bali. Charles me rappelle et me dit « Ah Mathias, je viens d'avoir au téléphone mon copain milliardaire, tu sais, le Tchèque là, qui a ton âge. Comme je veux faire une maison à Bali à côté de toi, bah, il m'a dit « Mais moi aussi, je veux la même chose. Donc il faudrait que tu l'appelles, que tu lui envoies ton numéro de compte parce qu'il va t'envoyer aussi $1 million. Et voilà qu'en une demi-heure, j'ai déjà 2 personnes qui, en gros, me commanditent pour construire pour eux des maisons à Bali à côté de la mienne. Et dans les semaines qui suivent, on trouve parmi nos connaissances 2 autres personnes qui nous disent « Ah oui, alors si vous allez construire et que vous êtes sur place, que vous habitez sur place, nous on veut absolument que vous nous construisez aussi des maisons. » On était dans une confiance absolue, donc tout s'est fait par une poignée de main. Pour toute la période de construction de ce projet, et ça a duré 2 ans, donc de l'été 2006 à l'été 2008, tous les mois je leur envoyais un rapport très détaillé, écrit par email de ce qui s'était passé. On est arrivé à août 2008 où on a fait l'inauguration de ces 5 villas et où les 4 commanditaires étaient aux anges, ravis, heureux, nous ont fait des cadeaux, nous ont remercié chaleureusement. Mes commanditaires me disent « Mais écoute Mathias, ta maison, on a bien compris que tu allais donc la mettre en location de vacances, que tu allais donc chercher des clients qui allaient la louer à la semaine, au mois, etc. Est-ce que tu serais d'accord pour faire la même chose pour nous ?» À la fin de l'année 2008, on se retrouve à gérer 5 maisons, 26 chambres. Avec ma femme, on se retrouve à être maintenant gestionnaire d'un complexe immobilier. Tout le monde est extrêmement satisfait, personne ne demande les comptes. Le système fonctionne bien dans le sens où on commence à avoir un taux d'occupation qui est raisonnable. Bien entendu, il y a une période de montée en charge, mais on est donc juste à l'équilibre. Mais 2 des commanditaires décident de faire la gestion de leur côté. Donc je me retrouve pour l'année 2011 à ne gérer que 3 maisons. Et il se trouve que dans l'année 2011, je trouve un acquéreur pour ma maison. Parce que le projet, c'était bien entendu de construire ces maisons, mais pour nous, c'était aussi de les revendre, entre autres pour faire une plus-value, mais aussi pour passer à autre chose. Je vends ma maison, je ne suis donc plus partie prenante dans ce groupe de 5 maisons. Je reçois un email très agressif du fameux Charles, et de son fils plus exactement, qui me dit « Mathias, on te soupçonne de nous avoir surfacturé lorsque tu as construit les maisons, donc on repart 3 ans et demi en arrière, et donc on te met en demeure immédiatement de nous donner les comptes de construction de nos maisons, sans quoi ?» Et puis la phrase ne se finit pas. Moi je suis, en recevant cet email, extrêmement meurtri,
d'une situation qui, la veille, était en fait des plus-values monstrueuses, et le lendemain, on bascule de poignées de main et de rapports qui étaient essentiellement verbaux à un système où, tout d'un coup, il faut être extrêmement procédurier et il faut afficher, dans un pays extrêmement corrompu, une comptabilité irréprochable. De manière implicite, bien entendu, cet email, pour moi, me dit « Ah ben maintenant, on rentre dans un système de comptabilité à l'occidental, donc désolé mon vieux, jusqu'à maintenant, c'était verbal, mais là maintenant, on change les règles du jeu. » Et moi, j'aime pas qu'on change les règles du jeu en cours de route, ou même à la fin du jeu, ou bien après la fin du jeu. Donc à cet email, je réponds par un bras d'honneur en disant « Moi, je vous dois rien, je suis désolé, je vous ai montré que j'ai fait des plus-values énormes pour vous. » Fin de l'histoire. J'aurais peut-être dû leur dire « Écoutez, cette comptabilité, on l'a fait faire par un cabinet indépendant que vous choisissez, et puis comme ça, on passe à autre chose. » Mais voilà, mon caractère, c'est non, vous m'avez fait confiance, j'ai délivré. Là, tout d'un coup, vous ne me faites plus confiance, bah, il ne se passe rien, et puis chacun vit sa vie. Et c'est ça qui a déclenché la descente aux enfers. Se sont suivis 3 ou 4 mois très tendus pour mon ex-femme et moi, à se dire, mais que nous veulent ces gens? Pourquoi ils nous font ça? On n'a rien à se reprocher, mais bon, en même temps, on n'a plus rien à voir avec eux, donc tant pis. De manière très très circonstancielle, j'essaie de retourner dans ce complexe, et là, les gardiens à l'entrée me disent « Non, non, Mathias, t'as pas le droit de rentrer ici, c'est plus chez toi, persona non grata ». Donc vraiment un coup de pied aux fesses. Traumatisant, mais bon, pour moi, c'est un peu un signe que voilà, la vie continue, mais on passe à autre chose. On est bien d'accord qu'avec ces 4 commanditaires, la relation est devenue voilà, très tendue. C'est comme ça. Maintenant, on vit à Bali, on a d'autres projets, beaucoup moins ambitieux. Et juin 2012, mon meilleur ami fête ses 40 ans à Hong Kong. Et donc, on prend l'avion complètement insouciant. Parce qu'arrivé à la douane à Hong Kong, nos cartes d'identité hongkongaises sonnent à l'immigration, et on se fait arrêter. Et on nous dit, voilà, vous êtes soupçonné de blanchiment, d'abus de biens sociaux, d'avoir arnaqué des gens qui ont porté plainte contre vous à Hong Kong, et donc on vous met en garde à vue. Donc on se retrouve en garde à vue, à Hong Kong. On n'avait jamais été en garde à vue auparavant, ni ma femme ni moi. À l'issue d'un week-end en garde à vue, le dimanche soir, tout d'un coup, un procureur arrive dans le poste de police où on est en garde à vue et nous dit « Voilà, vous êtes inculpé, donc demain, vous passez devant le juge ». Heureusement, entre-temps, on avait mobilisé des avocats grâce à nos amis de Hong Kong. Hong Kong, c'est quand même là où on avait vécu plus de 4 ans. Notre avocat nous fait libérer sous caution et on se retrouve donc inculpé à Hong Kong. Et libéré sous caution, ça veut dire passeport saisi, donc impossibilité de voyager. Pointer à la police tous les jours pour s'assurer qu'on ne s'est pas envolé dans la nature, sachant qu'on n'a plus nos passeports, mais quand même. Donc des mesures ultra contraignantes, et puis surtout, qui nous coupent de notre vie de Bali et de nos enfants. On avait un peu protégé nos arrières d'un point de vue financier, et quand on a quitté Hong Kong pour Bali, on s'était dit, si jamais ça se passe mal à Bali, ça serait bien d'avoir un pied-à-terre à Hong Kong. Donc on avait un pied-à-terre à Hong Kong dans lequel on se retrouve, mon ex-femme et moi, inculpés, à devoir donc préparer un procès pénal dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants encore, et où on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Là où les choses sont extrêmement complexes par rapport à ce qu'on pourrait imaginer dans le monde occidental, c'est que là on est donc dans un système hongkongais, chinois, on est dans un système aussi où il ne faut pas montrer ses preuves, donc très vite nos avocats nous disent si vous avez des choses à dire, vous les direz au procès, mais ne montrez absolument rien avant. Alors que mon ex-femme comme moi, on sait pertinemment qu'il y a plein de choses qui, théoriquement, nous sont reprochables, puisqu'il y a eu énormément de corruption, mais que cette corruption a été validée par les plaignants, puisque maintenant c'est plus des commanditaires, c'est devenu des plaignants, et donc qu'il y a eu une communication extrêmement dense et extrêmement fluide et transparente, qu'on pourrait montrer tout de suite pour faire retomber la pression et arriver à un terrain d'entente. Mais nos avocats nous disent, là vous êtes dans du pénal, c'est pas ces plaignants qu'il va falloir convaincre, c'est l'État de Hong Kong. Dans ce processus-là, on ne montre rien, rien du tout, jusqu'à l'ouverture du procès. Donc on rentre dans une période de tension extrême. Ma femme, très vite, pète les plombs et commence à dire « En fait, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai fait que la déco.
C'est une histoire d'argent. Pourquoi je suis là-dedans? Et le pourquoi elle est là-dedans, c'est une des monstruosités de cette affaire. C'est une des choses qui, pour moi, est la pire. C'est-à-dire, elle a été inculpée. Ces gens-là ont porté plainte contre moi. Soit on était en affaire, mais contre elle, qui n'était entre guillemets que la décoratrice, et accessoirement ma femme, c'était un coup bas d'une monstruosité, d'une petitesse, mais que je ne pardonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. S'ils ont fait ça, ces gens-là, c'est pour m'atteindre et pour m'obliger à plier encore plus et finalement accéder à leurs demandes. En parallèle, se met en place, et c'est très très pénible, parce que c'est facile à raconter une fois qu'on a vécu tout ça, mais quand vous êtes dans le processus, quand vous vous retrouvez inculpé, et quand vos avocats vous pénalisent, donc on prend tout de suite évidemment les plus grands avocats, hein, Golden Boy, donc les moyens, donc on prend les meilleurs avocats possibles à Hong Kong, qui nous expliquent très vite que ce qu'on nous reproche, c'est passible de 4 ans de prison. Et on a beau dire, mais attendez, cette histoire, tout ce qui nous est reproché, ça s'est passé en Indonésie, à Bali. Nous, on est citoyens indonésiens, on est français, on n'a plus rien à voir avec Hong Kong. Première découverte du processus, c'est est-ce que les autorités de Hong Kong sont en capacité de nous faire un procès comme ça? Est-ce que c'est justifié? Nos avocats, très vite, donc, lancent une motion en disant, en fait, les autorités de Hong Kong, nous, on estime qu'elles ne sont pas compétentes, qu'elles n'ont rien à voir là-dedans. Et très vite, les autorités de Hong Kong nous font répondre que si, parce qu'il y a eu un transfert d'argent entre un compte en banque à Hong Kong et un compte en banque en Indonésie, et ça suffit pour qu'elle soit compétente. Mais c'est le premier indice pour nous de est-ce que cette justice est vraiment équitable? Est-ce qu'on est vraiment dans un procès où il y a quelque chose qui justifie toute cette histoire? Et puis un battage médiatique. Alors, pas très très fort, mais quand même, tout d'un coup, on apprend que pour requérir contre nous un autre procès, c'est une procureure spéciale qui vient spécialement d'Australie, qui va requérir contre nous. C'est pas les procureurs habituels du groupe de procureurs de Hong Kong, que c'est quelqu'un qui coûte très très cher. Ah tiens, pourquoi? Et puis, en réfléchissant, parce qu'évidemment, avec nos avocats, on réfléchit beaucoup à toute cette histoire, on découvre que un de nos commanditaires, qui est un milliardaire, donc comme je l'ai expliqué précédemment, il est membre du Legislative Committee de Hong Kong, donc c'est comme s'il était député en France. Bien sûr, donc tout ça, c'est quand même un petit entre-soi. Et ça fait que non seulement on est face à une montagne, mais en plus, moi surtout, puisqu'après la complicité avec ma femme se délite, et moi je commence à me dire, on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment juste et équitable. Donc comment nous, petits Français, on aurait des chances de faire valoir notre parole, notre côté de l'histoire, face à ce rouleau compresseur. Puisque nos avocats nous font quand même comprendre que si ces gens-là retiraient leur plainte, a priori, toute cette affaire se terminerait du jour au lendemain. Donc dans l'été 2012, on mène plusieurs actions avec mon ex-femme. La première, c'est de mettre en place une comptabilité qui soit derrière montrable à des experts pour pouvoir faire valider et montrer ça à notre procès. Et en parallèle, on commence à essayer de communiquer avec ces gens-là via nos avocats. Et assez vite, ils nous font savoir, ces gens-là, donc nos ennemis, que si on leur donne 2 millions de dollars, a priori, tout irait bien. Une somme qui vient de nulle part, n'a aucun sens, et pour nous paraît complètement injustifié, donc on refuse, on dit écoutez, dans ces cas-là, on laisse aller la procédure. Et en parallèle aussi, on essaie de récupérer nos passeports, et début septembre 2012, on a une audience à laquelle on se présente, et nos avocats pour cette audience ont demandé de récupérer nos 2 passeports, donc ma femme et moi, en se disant, a priori, ma femme, qui n'est pas vraiment impliquée dans cette histoire, elle devrait le récupérer facilement. Et puis moi, si je ne le demande pas, mon passeport, évidemment que je ne le récupérerai pas, donc autant le demander aussi. Et le pire scénario se produit, c'est-à-dire que le juge rentre dans la salle d'audience en disant « j'ai bien compris que vous aviez besoin de rétablir le lien avec votre famille, donc je vais rendre un passeport. Et comme il y a une nounou qui peut s'occuper des enfants, etc., je crois que le principal problème, c'est les affaires, donc je rends le passeport de monsieur. Et donc me voilà à récupérer mon passeport, et voilà ma femme à rester otage de ces autorités. Et ça, c'était le scénario qu'on n'avait pas prévu, et c'est le début du drame familial, où ma femme est à Hong Kong et en veut évidemment aux autorités, mais m'en veut aussi à moi d'avoir déclenché toute cette histoire. On attend un peu que les choses se passent, ça dure jusqu'à la fin de l'année 2012, et puis à la fin de l'année 2012, on décide finalement
de s'installer tous à Hong Kong, de scolariser les enfants à Hong Kong. Incidemment, ma femme récupère aussi son passeport. Notre couple est en train d'éclater parce que ma femme ne supporte plus cette pression et l'idée d'un procès qui approche. On ne s'entend plus. Et donc, au début de l'année 2013, on décide qu'on va se séparer. Et on se dit, pour les enfants, on a quand même 3 enfants, ça serait mieux de se séparer en France. Donc, on va organiser notre retour en France. On veut, pour notre famille, fuir cette horreur, cette pression. Ça permettra de s'organiser en famille recomposée, classique, à la parisienne. En parallèle, ma maman est tombée très malade, elle a un cancer en phase terminale, donc les médecins nous ont fait savoir qu'elle n'en avait pas pour très très longtemps. Et donc, dans l'été 2013, on rentre à Paris. Mes enfants ont besoin évidemment de leurs parents à Paris, et dans un mois, on doit aller, mon ex-femme et moi, assister à notre procès pénal à Hong Kong, où une procureure dit qu'elle va nous faire condamner à 4 ans de prison. Donc pour moi, la décision, elle est très simple. C'est si je dois être bloqué à Hong Kong et que ma maman meurt et que mes enfants sont traumatisés, la vie n'a aucun sens. Donc on va le faire dans l'autre sens, qui est je ne vais pas aller à ce procès. J'ai pris des assurances auprès des autorités françaises, en attendant, qui m'ont dit « mais de toute façon, on n'extrade pas nos ressortissants, donc si vous restez en France, il ne peut rien vous arriver. Donc après, vous faites ce que vous voulez. » Et ce que je veux, c'est ne pas aller là-bas. Donc le jour où notre procès s'ouvre, le 13 octobre 2013, je ne me présente pas là-bas. Notre procès s'ouvre, et le juge, tout de suite, déjà saisi la caution monstrueuse qu'on avait dû quand même mettre pour être libéré sous caution, puis pour récupérer nos passeports respectifs. Et en gros, c'est très simple, puisque maintenant ces gens-là sont des fugitifs, les chaînes, je les inscris sur la fiche rouge Interpol. Donc du jour au lendemain, mon ex-femme comme moi, si on tape nos noms sur interpol.com, on est fiché à côté d'Oussama Ben Laden, de Pablo Escobar, et j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour une affaire d'argent. À Hong Kong, c'est du pénal et donc c'est susceptible de prison. Alors là, on est dans les problématiques de droit international et de différence de traitement des infractions. Je suis donc considéré par les autorités de Hong Kong comme fugitif, ainsi que ma femme, avec une note Interpol, ce qui fait que si on sort du territoire français, on peut se faire arrêter, et puis après, on ne sait pas ce qui nous arrive. Ma maman est à l'article de la mort, puis elle décède en juillet 2014. On est maintenant une famille divorcée, classique à la française, avec des vacances réparties entre papa et maman. Toujours propriétaire d'une maison à Bali, qui est la maison où nos enfants ont passé les 6 premières années de leur vie, donc quand même, ça marque. Et à l'été 2016, à nouveau, les enfants me disent « Papa, tu sais, on aimerait bien aller à la maison, Bali, ça nous manque. » Me vient une idée folle, qui est « Et si on essayait d'y retourner ?» Alors évidemment, je sais qu'il y a ma fiche Interpol. C'est extrêmement risqué, c'est une folie. Mais je sais aussi que des 6 années que j'ai passées à Bali, je me suis constitué un réseau de soutien extrêmement puissant auquel je me dis que je pourrais faire appel. J'avais participé à la campagne électorale du gouverneur de Bali, donc qui est la personne la plus puissante de l'île, dans le plus pur système, on peut dire électoraliste, on peut dire pot de vin, on peut dire corruption, mais enfin voilà. Donc je faisais partie désormais de son groupe d'obligés, et je me permets de passer un coup de fil, pas à ce monsieur directement, mais à des gens de son entourage, qui me disent « Mais Mathias, écoute, si tu veux revenir à Bali, mais il n'y a aucun problème, bien entendu, qu'on te soutient, que si jamais il y a le moindre problème à l'aéroport, on sera là. Donc ce que tu fais, c'est que tu viens avec tes enfants, tu nous donnes les dates d'arrivée, les dates de départ, tu prends un petit peu d'argent liquide sur toi. Si jamais il y a un douanier, un officier d'immigration qu'il faut aider un peu à être compréhensif, mais t'inquiète pas. » Donc fort de ces garanties, me voilà avec mes 3 enfants sous le bras, juillet 2016, à venir passer 2 semaines à Bali, et on passe l'immigration sans aucun problème. On passe 2 semaines de rêve dans notre maison et à voir des amis, et c'est extraordinaire, et les enfants sont heureux, et moi aussi. Et on revient en France, sans être inquiété non plus, tout se passe très bien, tout le monde est content. Après avoir passé ces 2 merveilleuses semaines à Bali, dans notre maison à l'été 2016, la rebelote était 2017, à l'approche des vacances, mes enfants me disent « Papa, on veut retourner à la maison, est-ce qu'on peut y aller ?» Et là, je leur dis « Bah oui, bien sûr, comme l'année dernière. » Sans avoir écouté pour autant une petite voix qui, sous la forme d'un message internet, avait dit au mois de février 2017 « Ah, Interpol se réunit à Bali
et met à jour son système informatique. Donc maintenant, ordinateur et système informatique flambant neuf, à Bali, Interpol est là. Mais j'y fais pas attention. Je lis la nouvelle et puis je l'oublie. Donc j'emmène mes enfants sous le bras, à nouveau, et je passe mon passeport à l'immigration, et il se met à sonner. Et là, je suis tout de suite entouré par une dizaine de policiers très gentils, qui ne me mettent pas les menottes, me disent on vous connaît, Mathias, voilà, il faut nous suivre dans le bureau, allez, emmenez vos enfants. Donc très vite, je leur dis écoutez, bon, on va appeler un tel et un tel, hein, comme d'habitude. Et ils me disent oui, oui, si tu veux, Mathias, hein, mais là, avec le nouveau système informatique, l'alerte Interpol est déjà à Lyon, au siège d'Interpol, et on ne pourra pas l'effacer du système. Les heures se passent, on est à l'immigration, tous les quatre, et puis à un moment, les enfants s'endorment, donc je demande à mon chauffeur de les emmener à la maison, et puis je les ai pas revus. Et moi, je me suis retrouvé en prison. Ils m'ont mis d'abord dans un centre qu'on appelle centre de rétention, qui est même pas une prison, qui est une espèce d'énorme salle en sous-sol, avec très peu de lumière du jour, et dont on ne sort pas, où en théorie, les autorités indonésiennes ne peuvent garder les gens que 60 jours. Moi, j'y ai passé 7 mois. Ensuite, j'ai passé encore en tout 2 ans dans les prisons balinaises, 25 mois exactement, avant d'être extradé. Donc là, ça a été voilà, les pires moments de ma vie, une espèce de chute libre pour aller s'écraser, je ne sais pas où, se retrouver dans un environnement entouré de criminels qui sont tous très gentils, adorables, il y a une solidarité humaine qui est incroyable. Mais dans le dénuement et à la merci de tout et à devoir demander de l'aide en permanence. Pour quelqu'un qui en plus est habitué à être plutôt celui qui aide et qui fait en sorte que les choses fonctionnent, bah, tout d'un coup les choses s'inversent complètement. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. La durée d'incarcération a été exagérément longue. De toute façon, puisque ça s'est fini par un acquittement, j'aurais jamais dû être emprisonné comme ça. La première chose, c'est on devient complètement anesthésié. C'est-à-dire que les premiers mois d'incarcération, c'est août 2017 jusqu'à novembre, les 4 premiers mois, je vois ma vie qui s'écroule. Donc j'avais recommencé ma vie professionnelle à Paris, en France plutôt, et j'avais un gros projet d'hôtellerie dans le sud de la France, là dont je suis originaire, à Rodez. Et en l'espace de 2 mois, ce truc-là se retrouve complètement remis en question, puis annulé, et la société est liquidée. En parallèle, mes enfants sont dans un état psychologique pas possible, donc ils ont vu leur père se faire arrêter, puis ils ont été rapatriés en France par les amis et la famille de leur maman, mais ils se retrouvent tout d'un coup à vivre juste avec leur maman. Et puis c'est très compliqué, donc mon fils ne va plus au collège, et puis se retrouve même interné dans un hôpital psychiatrique. Et mes filles ont du mal à être scolarisées, surtout la plus jeune. Et ma femme n'a de cesse que de me mettre la tête encore plus profond sous l'eau. Non seulement demande au juge aux affaires familiales d'avoir la garde exclusive, ce qui est logique, puisque je ne suis plus là, mais à des demandes financières complètement délirantes. Alors quand on se retrouve en prison et qu'on n'a plus de moyens d'existence, se retrouver en plus pris à la gorge comme ça financièrement, c'est un peu voilà, une espèce de cerise sur le gâteau à l'envers. Tout ça en simultané, et s'ajoute à ça le fait que j'essaie très vite de me battre pour être libéré, puisque en fait j'estime que tout ça c'est complètement injuste. Donc moi je refuse d'être extradé à Hong Kong, puisque c'est ça en fait le déclencheur de l'affiche Interpol à l'aéroport de Bali, c'est les autorités de Hong Kong demandent qu'on vous arrête pour vous ramener à Hong Kong, pour vous faire un procès à Hong Kong. Et moi je n'ai de cesse de dire ce procès sera injuste, non seulement parce que les charges sont injustes et injustifiées, et donc je ne devrais pas être là-dedans, mais en plus parce que je pense que ce procès ne sera pas équilibré. Donc pour moi, c'est les doubles raisons qui font que je me bats autant que je peux pour être rapatrié en France, et pour que les autorités indonésiennes acceptent de me relâcher, sachant que les autorités françaises, là, sont mobilisées, pas pour me faire libérer, puisque là encore, elles vont dire les autorités indonésiennes sont souveraines, mais qu'au moins on écoute ce que j'ai à dire et que, éventuellement, ce que j'ai à dire permette que je rentre en France. Et moi, à côté de ça, je suis enfermé. On dort à même le sol, alors assez vite, je me fais apporter des espèces de petites mousses comme on trouve dans les écoles maternelles. Pour se laver, il y a 2 trous d'eau qui sont vaguement cachés par des murs et des portes qui tiennent tant bien que mal.
Évidemment, c'est de l'eau froide, on ne sait pas trop de quelle qualité elle est. Et moi, je me retrouve à survivre là-dedans. Et en parallèle, on lance une procédure auprès de l'ONU pour détention abusive. L'ONU, par son groupe de travail de Hong Kong, déclare, d'abord officieusement, auprès de mes avocats et auprès de l'Indonésie, qu'elle va rendre un rapport dans les jours qui viennent, où elle dira aux autorités indonésiennes qu'elles doivent me libérer sans délai parce que ma détention est abusive. Avant que ce rapport ne soit publié, donc il se passe 2 ou 3 jours, les autorités indonésiennes appellent Hong Kong en disant « Si vous voulez récupérer Mathias Echen avant que l'ONU ne nous oblige à le libérer, c'est maintenant ou jamais ». Les autorités de Hong Kong précipitent donc les choses, envoient 2 policiers à Bali pour me récupérer. Les autorités indonésiennes, en toute coopération, signent tous les documents nécessaires et je me retrouve extradé à Hong Kong, incarcéré à Hong Kong, en attente de mon procès. Donc là, on est septembre 2019. Et de septembre 2019 à novembre 2020, je suis incarcéré à Hong Kong, dans des conditions horribles pour le coup, parce que plus aucune communication, les prisons ne sont pas du tout corrompues, donc pas d'internet, plus possible de parler avec mes enfants, ni avec mes avocats, si ce n'est par lettre. Ça dure comme ça pendant 13 mois, pendant lesquels mes anciens avocats, superstars et extrêmement chers de Hong Kong reviennent me voir en me disant « Mathias, on va t'aider à préparer ton procès pour la modique somme d'1 million de dollars ». Comme entre-temps, je vous l'ai dit, mon niveau de vie avait relativement baissé du fait de toutes les problématiques créées par ces gens-là. 8 ans après l'inculpation de juin 2012, j'ai plus les mêmes moyens et certainement pas les moyens de payer 1 million de dollars pour des gens qui me disent l'issue du procès, ça on ne peut pas te garantir. En parallèle, moi, sans même ces avocats-là, j'ai déjà demandé à plusieurs reprises à être libéré sous caution, donc depuis ma prison de Hong Kong, je envoie des lettres à des juges en disant voilà, je voudrais faire une demande de libération sous caution parce que j'ai besoin de préparer mon procès dans des conditions tout à fait honorables. Il y a comme ça 2 audiences et lors de ces 2 audiences, le juge dit « mais comment tu peux oser demander à être libéré sous caution alors quand tu avais libéré sous caution il y a 8 ans, la première chose que tu as faite c'est prendre la fuite, donc tu as un risque de fuite maximum, pas question ». Mon procès qui est prévu pour novembre 2020 s'approche et mes avocats commencent à dire « mais on ne pourra jamais être prêt, ton procès ne va pas être équitable, donc on va demander une audience auprès du juge qui va gérer ton procès ». Et puis on va lui dire qu'il faut absolument te libérer sous caution, même si c'est dans des conditions de contrôle très très strictes, on va demander. Et là, je fais une petite parenthèse sur les bonnes fées qui ont suivi tout ce drame, et il y en a eu une, en l'occurrence un, qui s'appelle Patrick, et qui est un Français qui habite en Asie depuis plus de 35 ans, et qui a décidé, par le biais des comités de soutien qui s'étaient mis en place autour de moi pour m'aider lors de toute cette vie horrible de ces années d'incarcération, il a décidé de m'aider. Et donc ce monsieur qui habite à Hong Kong, un jour de l'été 2020, me rend visite à la prison, et très vite, à travers la vitre, parce que les visites au parloir de Hong Kong, c'est à travers une vitre blindée, avec des combinés téléphoniques, donc on n'entend pas bien la voix de l'autre, c'est limité à 10 minutes, mais très vite, il se lie d'amitié pour moi, il se dit « mais ce mec-là, il faut que je l'aide ». Il me rend d'abord visite 1 fois par semaine, puis après 2 fois par semaine, il m'apporte des livres, il m'apporte la nourriture qui est autorisée en plus de l'ordinaire de la prison, et puis il me dit « écoute Mathias, je parle avec tes sœurs, avec ton comité de soutien, dis-moi ce qu'on peut faire pour t'aider ». Et très vite, on comprend que ça serait bien d'essayer de m'aider à être libéré sous caution. Donc il va, en appui de mon avocat, assister à l'audience que mon avocat obtient avec le juge des libérations sous caution. Donc ça, c'est à la fin du mois d'octobre 2020. Et le juge dit « bon, j'ai bien compris, puisque c'est une demande récurrente qu'il faudrait, pour qu'il puisse préparer son procès dans des bonnes conditions, libérer Mathias Echen sous caution. Donc, à condition qu'il mette de l'argent sous caution, à nouveau, qu'il y ait quelqu'un sur place qui est citoyen de Hong Kong, qui se porte garant, qui lui trouve un logement pas loin du procès, pas loin du tribunal, etc., etc. Donc le juge met toute une série de conditions sur la table, et le fameux Patrick dit « ok, je fais fort de réaliser toutes ces conditions ». 5 jours avant mon procès, le 18 novembre 2020, je me retrouve libéré sous caution, avec interdiction de sortir de chez moi entre 10h du soir et 7h du matin, donc sous couvre-feu. Mais la journée, je peux assister à mes audiences et le reste du temps, aller préparer mon procès.
Et donc c'est comme ça que se passe ma libération, le fameux 18 novembre 2020. J'ai donc passé les 5 mois suivants, de novembre 2020 jusqu'à avril 2021, libre sous caution. Lorsque j'assistais aux audiences, et il y en a eu beaucoup, hein, donc ça a été un procès fleuve, 4 mois, j'allais aux audiences libres. C'est-à-dire que je me rendais au tribunal et je m'asseyais dans la salle d'audience comme tout public, sauf le jour du verdict. Donc le dernier jour du procès, j'arrive libre. Et là, le policier qui est de faction me dit « Mathias, je suis désolé, hein, mais aujourd'hui, vous savez, hein, c'est le jour du verdict, donc si le verdict est négatif, il faudra qu'on vous réincarcère, donc vous allez dans le box des accusés, derrière la vitre, et puis on va attendre le verdict. » Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible parce que on ne sait pas ce qui se passe derrière. Enfin, si on sait, les 2 scénarios, je les connais. Et si le scénario, c'est je suis déclaré coupable, derrière la vitre, après, les policiers viennent me chercher, me mettre les menottes et m'emmènent au sous-sol. Et puis après, je vais attendre le camion pénitentiaire et je vais retourner à la prison. Et c'est terrible. C'est une perspective monstrueuse. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc, ce jugement, il l'a rendu après 1 mois de réflexion et de réflexion, 1 mois entre la dernière audience du procès et le verdict acquitté. Donc non seulement il a pris son temps, mais en plus il a rédigé quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement détaillé. Ce qu'il a dit en substance, c'est que rien n'avait jamais été caché et que aucune somme d'argent n'a été utilisée de manière abusive. Et que toutes les sommes d'argent que mes commanditaires m'avaient envoyées ont été utilisées de manière appropriée et justifiée. Y compris tous les pots de vin. Et il se trouve que pendant les 4 mois du procès, j'ai montré de A à Z comment tout l'argent avait été utilisé et comment j'avais expliqué à chaque étape, donc avec mes rapports mensuels entre autres, à mes commanditaires, comment j'utiliserais cet argent. En analysant toute cette histoire a posteriori, je pense que ces milliardaires, en particulier ces 2 personnes-là, ont à un moment considéré qu'elles avaient perdu la face, que je leur avais fait perdre la face. Et ça justifie derrière tous les excès, toutes les violences. Et c'est pas du tout une question de montant, c'est pas du tout une question d'argent. Mais quand je dois parler d'un conseil par rapport à cette histoire, quand on se retrouve face à des adversaires comme ça, qui n'hésitent pas à frapper en dessous de la ceinture, qui n'hésitent pas à abuser de leur pouvoir, ne surtout pas se laisser entraîner dans leur amoralité. C'est surtout garder sa moralité à soi et garder cette ligne de conduite où on estime que ce qu'on fait, c'est la bonne chose.